quoi? Là, on va parler de nos panafricains, ou je ne sais pas comment vous les appelez là, les gens de Kankan Moussa là, les gens qui sont allés inventer je ne sais pas quoi là, les Kankan Moussa là, il faut sortir leurs images là. Voilà, voilà d'autres phénomènes qui, avec une arrogance inouïe, une condescendance indescriptible, viennent au Togo, créent, je sais pas, je sais pas si c'est une association, une organisation de Bitoza, hein, et qui se déclarent les sauveurs de l'Afrique et qui développent les théories les plus foireuses, les plus contradictoires, les unes envers les autres, et qui viennent chez nous pour nous dire oui, vous savez, l'Afrique n'a pas été bien gouvernée depuis les indépendances. Genre, les chefs d'État qui ont gouverné l'Afrique ne sont responsables de rien parce qu'ils n'avaient pas la totalité du pouvoir. Et que maintenant, pour leur permettre de bien gouverner nos pays, il faut changer de régime, il faut laisser la démocratie occidentale, il faut trouver un système parlementaire adapté aux réalités africaines où celui qui va incarner l'exécutif peut s'appeler PC ou PCM. Il a la totalité du pouvoir et il va avoir des résultats. Ils ont commencé leur petit numéro, on les voyait, et tout ça, ils ont commencé leur petit numéro. Le panafricanisme, qui est une idéologie à l'origine assez noble, a été dévoyé par ces individus qui sont beaucoup plus des commerçants, des gens qui sont là pour des intérêts financiers et qui font le tour dans les palais présidentiels pour ramasser de l'argent en se faisant passer pour les nouveaux libérateurs de l'Afrique, autant qu'ils sont. Et donc, ils ont mis leur truc là en s'inspirant de l'empereur du Mali, celui qui allait à la Mecque en 1213, si mes souvenirs d'historien sont bons, le pèlerinage de Kankan à Mansa Moussa, qui a pris tout l'or du Mali pour aller vendre aux Arabes. En fait, la réalité, c'est ça. Il dit qu'il allait à la Mecque, il a pris tout l'or du Mali pour aller donner aux Arabes. Et il était considéré par certains penseurs comme un roi qui n'a pas su préserver les richesses du Mali. Son histoire a été bien théorisée par Ibn Khaldoun, qui est un historien arabe de renom. Et donc, ils sont allés chercher ce nom-là, Kankan Moussa, Mansa Kankan Moussa, pour venir coller à un truc qu'ils appellent idéologie. Tantôt, vous les entendez, ils sont devenus les théoriciens des régimes politiques, tantôt, ils sont les théoriciens de la monnaie, tantôt, ils sont ci, tantôt, ils sont ça. Et tous les jours, voilà, c'est la France, la France, la France. Et en même temps, ils ont tous leurs privilèges qu'ils ont gardés du côté français, hein, nationalité, résidence, société. Et ils se promènent pour dire aux naïfs, ah oui, si vous nous voyez comme ça, c'est parce que c'est la France qui est notre problème. Mais ils ne renient jamais la France. Ils gardent tous les privilèges en France. Donc, après avoir aidé Faure Gnassingbé à tailler sa constitution sur mesure et à devenir le prince à vie du Togo, ils se sont donnés pour idée, comme ils ont de l'argent au Togo, ils ont un guichet automatique au Togo, ils ont de l'argent. C'est-à-dire que le Togo, c'est un puissant fonds pour eux. Ils ont dit, bon, on va organiser une conférence. Et comme c'est eux-mêmes qui l'avouent, qu'ils attendaient 10 000 personnes. Qu'ils attendaient 10 000 personnes. Je ne sais pas si c'est un meeting au stade de Kégué qu'ils voulaient faire. Qu'ils attendaient 10 000 personnes. Qu'ils attendaient au Togo 10 000 personnes. C'est leur communiqué, hein, leur propre communiqué de reddition là. Parce que je considère ce communiqué comme une reddition. Parce qu'ils ont commencé le communiqué avec des pleurs. Ils ont dit, ouais, c'est avec douleur. Quand quelqu'un te dit que c'est avec douleur qu'il parle, c'est qu'il est atteint profondément. Donc, ils attendaient 10 000 personnes. À ce que je sache, le palais des congrès, où ils devaient animer leur conférence, c'est 3 000 personnes, hein, place assise. Mais eux, ils attendaient 10 000 personnes. Et ils ont réservé 2 000 billets d'avion sur les compagnies aériennes. Ils ont réservé les hôtels à Lomé, les suites, tout. Le gouvernement togolais, dont ils disent qu'ils n'ont pas un autre lien que des liens de je ne sais pas quoi, eux-mêmes ils disent qu'ils ne sont pas guidés par le gouvernement togolais. Le gouvernement togolais se préparait à mettre toute l'administration à leur disposition.
les chauffeurs du garage central, l'administration, les hôtesses, tout ça, le gouvernement avait déjà donné des consignes discrètes pour qu'on mobilise l'administration pour leur conférence. C'est-à-dire l'argent du contribuable togolais. L'administration togolaise était en partie mise à leur disposition. Avant l'administration togolaise, il y avait déjà des articles, les avant-papiers dans les journaux. Vous savez, quand il y a un événement, on fait des avant-papiers. Donc, il y avait déjà certains journaux à Lomé qui avaient déjà commencé par écrire sur la conférence de ces gens-là de Mansa. Et ces journaux-là étaient payés 400 000, 200 000, 300 000. Par qui? Par le ministère de la communication togolaise. Vous voyez les connexions? C'est-à-dire, c'est Madame Kuigan, du ministère de la communication togolaise, qui payait les journalistes togolais qui faisaient les avant-papiers sur l'événement de Alain Foka. Vous trouvez ça normal? C'est le ministère de la communication au Togo qui a payé les journalistes qui ont fait les avant-papiers sur l'événement de Alain Foka. C'est sur quel budget? C'est sur quel budget le ministère de la communication togolaise paye les articles qui ont été écrits ou balancés dans les journaux togolais, les avant-papiers? Ça veut dire que, en fait, le gouvernement togolais était caché derrière cet événement. Et donc, ça rejoint l'idée selon laquelle cet événement était un événement pour blanchir en réalité le système de Faure Gnassingbé. Parce que si le gouvernement togolais ne tirait aucun intérêt de cette histoire-là, il n'aurait pas mobilisé toute l'administration, payé des articles, mobilisé les chauffeurs du garage central, mettre les véhicules à disposition pour leur conférence. Donc, nous qui savons ce qui était caché derrière ça, on a mené une bataille contre ces gens-là. Eux-mêmes, ils faisaient les arrogants, ils multipliaient les interviews. Alain Foka disait que oui, l'opposition togolaise n'est pas crédible, la société civile n'est pas crédible. Mais comme s'il était un acteur de la politique togolaise. Il disait même aux gens en privé que le seul problème que Faure Gnassingbé a, c'est parce qu'il s'appelle Gnassingbé. Il est victime de son patronyme. Vous imaginez ça? Que Faure travaille bien, le Togo est un havre de paix, il y a des sociétés qui s'installent, beaucoup de banques ont leur siège au Togo. Le seul problème de Faure Gnassingbé, c'est parce qu'il s'appelle Gnassingbé. Il y a Paul Biya qui est en train de manœuvrer la Constitution. Alors je te parle là. Alors je fais ce live-là. Paul Biya est en train de manœuvrer la Constitution au Cameroun et veut créer un poste de vice-président. Et il va mettre son fils, Franck Biya. Comme ça, quand il va mourir, Franck Biya va prendre la présidence. Et tu viendras nous dire que Franck Biya est victime seulement de son nom ou de son patronyme. Vous n'êtes pas sérieux, vous êtes des imposteurs. Quelqu'un qui est venu au pouvoir, qui a fait 500 morts selon un rapport des Nations Unies. Pendant les 20 ans, il n'a fait qu'envoyer les gens en prison. Des innocents, des jeunes, des étudiants, des élèves ont été fusillés au Togo. Monsieur Alain Foka, est-ce que vous savez qu'il y a un jeune mécanicien, alors je vous parle, qui a été tué à Agoué par un officier de l'armée togolaise avec un fusil à lunettes au cours d'une manifestation. Et cet enfant de 16 ans ou 15 ans est toujours à la morgue depuis 7 ans, 6 ans ou 7 ans. Cet enfant qui a été fusillé dans une manifestation par un officier supérieur de l'armée togolaise avec un fusil à lunettes. Comme si cet officier était parti à la chasse pour tuer un gibier. Il a tiré sur l'enfant. L'enfant est à la morgue de Tchévier. Les parents ont refusé d'enterrer l'enfant. Tout ce qu'on a proposé aux parents, argent, tout pour se taire. L'enfant est à la morgue de Tchévier. Un enfant, ça aurait pu être ton enfant. Ça aurait pu être l'enfant de ton colistier là, Jules Domchier. Vous appelez ça pays de paix? Dans un pays de paix là, il y a un officier qui prend un fusil à lunettes pour tirer sur un enfant qui de plus ne faisait rien de mal. Dans ce Togo-là, il y a des élèves, Anselme Sinandare, je ne sais pas comment on les appelle, Douti et Anselme Sinandare, qui sont des élèves à Dapaon, qui manifestaient juste pour réclamer leur professeur. On a tiré sur eux, balles réelles. Des élèves de 8 ans, de 9 ans, ils ont été fusillés. Il y a un petit, à Bekota là-bas, qui s'appelait Jojo. C'est un enfant. Il a été fusillé aussi. Et vous appelez ça un pays de paix?
Dans un pays de paix, l'armée tire sur les enfants. Les officiers tirent sur les enfants. Vous vous foutez de qui en racontant ces conneries-là? Et donc vous venez chez nous, vous jouez les donneurs de leçons. Vous qualifiez même les Togolais de lâches. Vous qualifiez les Togolais de lâches. Vous nous trouvez n'importe quel attribut. Et vous êtes venus parce que Faure vous a ouvert toutes les portes. Et donc, vous vous permettez de nous traiter comme vous voulez, de la manière dont Faure nous traite avec mépris, condescendance. Et vous aussi, vous ouvrez ça pour nous dire que nous sommes des lâches. Et après, vous nous dites oui que vous êtes obligé de reporter votre événement parce que des voix bruyantes mais marginales. Ah ouais? Comment des voix bruyantes mais marginales peuvent vous obliger à annuler un événement qui attend 10 000 personnes? Comment des voix bruyantes mais marginales peuvent vous obliger, vous, à annuler un événement où vous attendez 10 000 personnes? Vous voyez que vous n'êtes pas sérieux sur toute la ligne? Comment des voix bruyantes mais marginales peuvent vous amener, vous, à annuler un événement de 10 000, où vous attendez 10 000 personnes? 10 000 personnes, c'est toute une ville. 10 000 personnes, on est à la taille de la ville de Notiens. Un peu plus. Si vous attendez 10 000 personnes, on est à la tête. Mais les 10 000 personnes, vous allez les héberger comment? Qui assure leur hébergement? Qui les nourrit pendant votre conférence? Vous avez trouvé le budget où? Vous travaillez à la Banque mondiale? Vous travaillez au FMI? Vous avez un budget illimité pour prendre en charge le séjour de 10 000 personnes qui vont manger, qui vont boire, qui vont dormir à l'hôtel, qui vont se déplacer? Si ce n'est pas l'argent du Togo et de ce que vous ramassez dans certains palais présidentiels. Donc, vous avez voulu jouer les petits malins et vous avez vu ce que les Togolais vous ont fait. Vous avez beau pleurnicher, raconter vos histoires, que c'est des extrémistes, c'est des gens, machin. C'est des Togolais qui vous ont dit, on ne veut pas de votre machin chez nous. Allez faire ça ailleurs. Il y a 54 pays en Afrique. Il y a 54 pays en Afrique. Et vous pouvez faire ça aussi dans l'AES, hein, parce que eux, c'est vos amis. Vous pouvez aller faire ça là-bas. Il y a 54 pays en Afrique. Si le Cameroun, votre propre pays, ne veut pas de vous, vous pouvez aller en Guinée-Conakry, vous pouvez aller, puisque vous avez interviewé Doumbouya, vous pouvez aller en Guinée-Bissau, vous pouvez aller, je sais où, vous pouvez aller en RDC, chez Tshisekedi, vous avez aussi une antenne de votre télévision là-bas, vous pouvez aller faire ça. On a 54 pays en Afrique. Les Togolais ne veulent pas de votre Mansa. Vous pouvez aller faire ça ailleurs, ramasser vos clics et vos claques et aller faire ça ailleurs et libérer l'Afrique sans nous. Allez faire votre business ailleurs. Mais tant que vous allez manquer du respect aux Togolais, tout en étant sur le territoire togolais, tant que vous allez nous traiter de lâches, vous allez manquer du respect à la classe politique togolaise, comme si vous étiez un protagoniste de la crise politique togolaise. Tant que vous allez manquer de respect aux journalistes togolais, tant que vous allez manquer de respect à la société civile togolaise, pendant ce temps, votre pays est aussi pourri que le nôtre, vous allez nous trouver sur votre chemin. Votre confrère, comment il s'appelle, Domché dit que le Togo a 100 partis politiques, ce n'est pas normal. Le Cameroun a 350 partis politiques. Allez diminuer les partis politiques au Cameroun d'abord, après vous allez venir diminuer ceux du Togo. Le Cameroun a plus de 350 partis politiques. Le Togo n'en a que 100. Et parmi les 100 partis politiques au Togo déclarés, à peine une dizaine fonctionnent. Parce que ce n'est pas le fait d'avoir déclaré un parti politique qui fait que les partis politiques fonctionnent. Au Togo, il y a des gens qui ont déclaré des partis politiques qui sont morts depuis. Les partis n'existent plus. Adani Ifer, son parti n'existe plus. Jacques Amouzou, son parti n'existe plus. Mais quand vous allez au ministère de l'administration territoriale, ces partis sont considérés comme des partis existants. Donc, dans les fameux 100 partis politiques au Togo, à peine une dizaine animent la scène politique. Mais chez vous au Cameroun, vous en avez au moins 350. Je me rappelle, j'étais allé au Cameroun pour une mission. J'ai rencontré le ministre Issa Tiroma Bakari, qui était le ministre de la communication à l'époque. Mais il nous a dit que le Cameroun foisonne de journaux et que chaque village a un journal au Cameroun. Chaque baron a un journal au Cameroun. Chaque individu a un journal au Cameroun. Et que chaque fois, chaque matin, les Camerounais, tu m'insultes, l'autre va prendre son journal et te règle les comptes. C'est Issa Tiroma Bakari qui nous a dit ça. Et qu'il trouvait ça vraiment dommage qu'au Cameroun, chacun a son petit journal dans son petit coin pour régler les comptes à l'autre. Aller assainir
tout ce désordre-là chez vous et venez nous donner des leçons. Pour le moment, nous, on se bat pour se débarrasser de votre ami Fonya Singbe. C'est lui qui vous donne les moyens, qui vous met à l'aise, qui vous donne toutes les dispositions pour venir nous embêter sur notre propre territoire. Donc, ce qu'on vous a fait la semaine dernière, là, ou bien cette semaine-là, c'est pour vous montrer que les Togolais, ils ne sont pas aussi bêtes que vous les croyez. Quand ils veulent se battre là, quand ils se mettent ensemble là, personne ne les résiste. Vous, on n'a même pas encore déclaré la guerre, vous avez même signé votre reddition. Quand moi je lis votre lettre, elle est pitoyable. C'est une lettre qui fait pitié. Vous pleurez pratiquement dedans. Que c'est avec douleur. On n'a même pas commencé par tirer les premiers coups de feu. Vous avez signé démission. Vous avez sorti une lettre de vos propres mains pour signer démission. Il y a chez nous, il y a une chanson, je pense qu'elle date de 1972, où nos équipes sont allées jouer, je ne sais pas, c'est en RDC, où on dit, il y a une toile signée démission, Kalala signée démission. Alors les enfants chantent ça pour se donner beaucoup de courage dans les matchs, ou quand un adversaire est battu. Donc vous, on n'a même pas commencé le combat, on n'a même pas encore engagé les hostilités, que vous avez déserté le champ de bataille. Maintenant, vous cherchez des arguments, des arguties pour dire oui, ceux qui vous obligent je ne sais pas, ceux qui vous ont obligé à annuler les trucs sont des marginaux. Mais vous oubliez que dans l'histoire des peuples, dans l'histoire du monde, dans la marche des peuples, ceux qui font tomber les grands, c'est les sans-dents, c'est les misérables, c'est les bouseux, c'est les marginaux, c'est les misérables. C'est eux qui se mettent ensemble pour faire tomber les grands. Dans l'histoire, puisque vous avez fait les archives d'Afrique, vous devez avoir un côté historique. Dans l'histoire, ceux qui font tomber les grands, ceux qui font tomber les rois, les princes, c'est les gens qui n'ont rien. C'est les gens dont tu dis qu'elles ont des voix marginales. C'est les sans-dents, pour parler comme François Hollande. C'est les bouseux, c'est les misérables. C'est ceux qui n'ont pratiquement rien. C'est eux, quand ils se mettent ensemble, ils font tomber les puissants. Allez relire les livres d'histoire. En Tunisie, celui qui s'est immolé, il est parti, c'était juste un frustré, quelqu'un qui a été brimé. Il s'est immolé. Et puis tout le Maghreb, jusqu'au Machrek, a pris feu. Tout le Maghreb, jusqu'au Machrek, a pris feu. C'est parti d'un petit village tunisien. C'était un marginal, c'était un sans-dents, c'était un bouseux, c'était un misérable. Mais de son acte de misérable, toute une région a pris feu. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas la profondeur historique de certains événements. Vous êtes dans le déni. Bien que vous ayez je sais pas, vous êtes dans le déni. Il y a beaucoup de choses que vous devez apprendre. Donc, vous pouvez multiplier les lives pour vous expliquer. Il y a des gens qui étaient dans vos lives. Vous n'atteignez même pas 500 personnes. Au moins 200 personnes qui sont venues sont des Togolais qui sont venus pour vous regarder, vous signaler. Donc ça veut dire que votre histoire là même ne prend pas. Votre histoire là même ne prend pas. Donc, continuez pas à vous plaindre. Le peu d'argent que vous avez pris, allez vous mettre au chaud quelque part et fermez votre histoire de Mansa chez nous. Allez faire ça ailleurs. Donc voilà ce que moi j'ai voulu dire sur votre cas. Après cette bataille là, cette bataille éclair qui n'a pas eu lieu parce que vous avez signé vous-même votre propre démission. C'est ça. Donc vous jouez les condescendants, vous jouez les donneurs de leçons. On croyait que vous avez mis le pied sur quelque chose. À peine on a commencé par tirer les premiers coups de feu, vous avez signé une longue lettre pour démissionner. Que c'est dans la douleur que vous signez votre démission. Blitzkrieg, comme les Allemands le disent. C'est ça, c'est ce qu'on a fait avec vous. Et vous savez très bien ce que c'est que la Blitzkrieg. On a tous été des colonies allemandes. Donc chacun connaît quelque chose de l'Allemagne. Donc c'est ça qu'on a appliqué avec vous. Vite fait, bien fait. Donc voilà ce que j'ai voulu partager sur le cas des gens de Mansa.
Mais sachez que votre frère, votre ami, comme vous le dites, Faure Gnassingbé là, personne ne le soutient au Togo. Il y a une clique d'individus qui le soutiennent, des gens comme vous et quelques manjimils qui sont autour de lui. Faure Gnassingbé lui-même, il sait que personne ne le soutient. Sa propre femme le désavoue publiquement. Sa propre femme. Salut, Madame Nyakate. Sa propre femme. Sa propre femme le désavoue publiquement. Au lieu de régler les problèmes avec sa femme, quand tu es un homme et que ta femme a des problèmes avec toi, au lieu de régler les problèmes, vous envoyez des drones. Hein? Vous envoyez des drones au domicile d'une femme pour l'intimider. Si vous avez un problème avec votre femme, vous l'appelez ou vous allez chez elle pour discuter entre hommes et femmes. Mais vous n'envoyez pas des méthodes. Vous allez filmer la maison de votre femme pour mettre sur les réseaux sociaux que oui, elle a trouvé l'argent pour construire une maison comme ça. Mais elle, autre au moins, elle a une carrière de banquière. Faure Gnassingbé n'a travaillé nulle part. Faure Gnassingbé n'a jamais eu un bulletin de paye. Au moins, sa femme a été banquière. Elle était restée dans la finance pendant longtemps. Elle peut présenter un bulletin de paye. Lui, il n'a jamais travaillé. Et donc, ils vont utiliser des méthodes de lâche, hein, au lieu d'aller faire des méthodes de lâche pour emmener un drone militaire dans la maison pour filmer sa maison. C'est pas sérieux. Maintenant, les gens qui veulent même que Faure parte là, ceux qui attendent même, ceux qui cherchent même Faure là, c'est même pas les Togolais. Les Togolais, c'est le deuxième cercle. Les gens qui veulent même attraper Faure là, c'est sa propre famille. Les gens là, les Gnassingbé là, l'ensemble des héritiers, les enfants Gnassingbé là, eux, ils n'attendent que Faure tombe pour l'attraper. Eux, ils veulent même l'attraper plus que les Togolais. Parce qu'ils ont des contentieux familiaux à régler. Ils ont un grand contentieux de famille à régler. Et Faure, lui, il se protège avec l'État contre sa propre famille. Il se protège avec l'État en restant au pouvoir. C'est pour se protéger contre ses propres frères d'abord. Parce qu'eux, ils le cherchent. Ils sont les tout premiers qui le cherchent. C'est pas les Togolais, c'est subsidiaire. C'est ses propres frères et soeurs qui le cherchent. Il ne vous a pas dit ça? Il est le seul président qui a son beau-frère en prison, Katanga, qui a un autre beau-frère, Charles Azoumarou, en prison, qui a son propre frère, Pacha, en prison, qui maintenant peut-être va envoyer sa femme en prison. Vous avez vu ça quelque part? Vous avez vu ça quelque part? Eux, ils sont en train de le chercher. Parce qu'ils ont des contentieux de famille à régler. Des contentieux familiaux à régler. C'est sérieux. Donc, eux, ils attendent seulement le jour où ils tombent là. Ils vont le prendre avant les Togolais. Donc, aujourd'hui, le cercle de la contestation dans la famille Gnassingbé même s'élargit. Depuis cette semaine, j'ai vu le fils de Pacha qui était plus ou moins réservé, qui s'appelle Junior Esowakina Gnassingbé sur Snapchat, c'est ça. Son nom, son compte sur Snapchat, c'est Toyou. Je pense que ça s'appelle Toyou, oui, quelque chose comme ça. Toyou. Voilà, c'est son nom sur Snapchat. Mais il est en train de brocarder Faure Gnassingbé. Il est en train de le limer sur Snapchat, le fils de Pacha. Il s'appelle Junior. Il est en train de le limer là-bas. Ceux qui sont sur ce réseau-là, allez chercher son compte, j'ai donné le nom du compte. Vous allez voir comment l'enfant, il était souvent réservé. Donc, c'est le cercle de la contestation familiale même qui s'élargit. Si la femme sa propre femme se met, ses beaux-frères sont en prison, son petit frère en prison, ses neveux, vous ne savez pas comment les appeler, se mettent. Mais quelqu'un qui n'a pas pu maintenir la paix dans sa propre famille, vous venez nous dire que le Togo est un havre de paix. Si le Togo était un havre de paix, la paix devait régner d'abord dans la famille Gnassingbé. La paix devait régner d'abord dans la famille Gnassingbé. Allez voir les posts du fils de Pacha Gnassingbé sur Snapchat. Vous allez voir ce qu'il dit. Sur certains cas, il fait des allusions pour d'autres, tout ça. Mais vous allez voir ce qu'il dit. Donc, le beau-frère est en prison, deux beaux-frères sont en prison, le petit frère est en prison, la femme conteste, mais attendez. Donc, vous voyez, donc c'est un homme qui est seul en fait. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu dire aux gens de Mansa. Donc, sachez que les Togolais, le patronyme de Faure Gnassingbé n'est pas le problème des Togolais. Le problème des Togolais, c'est que Faure a mal gouverné le Togo. Quand il a pris le pouvoir en tant que fils d'Eyadema,
S'il avait bien géré le Togo, personne ne lui aurait fait un procès parce qu'il s'appelle Gnassingbé. S'il avait développé le Togo, personne ne lui aurait fait un procès parce qu'il s'appelle Gnassingbé. C'est parce qu'il a fait pire que son père que les gens lui en veulent. Donc, arrêtez de mystifier des gens. Arrêtez d'intoxiquer les gens, de faire des raisonnements sans tête ni queue. Personne n'en veut à fond parce qu'il s'appelle Gnassingbé. Les gens lui en veulent parce qu'il dirige mal le Togo. S'il était Gnassingbé et il gouvernait bien le Togo, il fait des routes, il construit les hôpitaux, il construit les universités, il paye les bourses, il relève le salaire des fonctionnaires, les gens vont l'applaudir, les gens vont même le soulever. Il y a un Gnassingbé qui est resté à la Fédération togolaise de football, Roch Gnassingbé. Il a amené le Togo à la Coupe du Monde. Les gens peuvent vous dire aujourd'hui, en toute honnêteté, qu'il était le meilleur président de la Fédération togolaise de football. Donc il n'était pas un problème pour les Togolais. Il n'était pas un problème pour les Togolais. Les gens, en toute honnêteté, peuvent vous dire que Roch Gnassingbé était le meilleur président de la Fédération togolaise de football. Donc, Gnassingbé n'est pas un problème pour les Togolais. Le problème de fond, c'est parce qu'il ne gouverne pas bien le Togo. C'est tout. Et c'est le procès qu'on lui fait. Qui s'appelle Gnassingbé, qui s'appelle quoi? On n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre. Donc, arrêtez d'intoxiquer les gens. Quand vous trouvez les gens, vous voulez donner des arguments. Oui, le problème de fond, Gnassingbé, c'est parce qu'il s'appelle Gnassingbé, c'est pour ça que les Togolais lui en veulent. Il y a le vice-président de la Guinée équatoriale. C'est un Nguema. Ils sont là-bas. C'est un règne aussi familial. Est-ce que les gens leur en veulent? Parce qu'ils ont développé leur pays. Personne ne leur en veut. Parce qu'ils ont développé leur pays, sérieusement développé leur pays. Le vice-président de la Guinée équatoriale s'appelle Nguema. C'est le fils de son père. Certainement qu'il est le prochain dirigeant. Donc, personne ne lui en veut. Donc, arrêtez de raconter aux gens que oui, que c'est parce que lui s'appelle Gnassingbé qu'il a un problème pour les Togolais. Non. Il a un problème pour les Togolais parce qu'il gouverne mal. Il ne lutte pas contre la corruption. Il ne construit rien. Il vit bien. Il laisse les Togolais dans la misère. Les jeunes sans emploi. C'est ce que les gens lui reprochent. C'est ce que les gens lui reprochent. Donc, arrêtez vos raisonnements à 2 balles. Voilà ce que moi j'ai voulu dire. J'ai voulu dire par rapport à cette histoire de Mansa et tout ça. Maintenant, vous vous rappelez que j'avais fait un live il y a de cela 3 semaines. Et je disais...